notre devise pour les VSN, ce que vous appelez les totomacoutes, c'est couper tête, brûler cailles. Ça veut dire couper les têtes, brûler les cailles, brûler les maisons. En 1970, définitivement, François Duvalier apprend, après consultation de ses médecins français, qu'il n'a plus longtemps à vivre. Et à ce moment-là, il pense sérieusement à sa succession. Beaucoup de gens croient toujours que Jean-Claude Duvalier a été le choix de son père. C'est tout à fait faux. Son choix se porte sur un homme qu'il a servi pendant près de 14 ans comme ministre des Finances, de l'Économie, du Commerce, etc., M. Hervé Boyer. C'est lui que Duvalier avait choisi. Mais les Américains décident autrement. Les Américains disent non. C'est votre fils qui doit vous succéder. Parce qu'il faut assurer la pérennité du nom Duvalier qui terrorise et qui est un ciment à l'intérieur de tout le système du gouvernement. Jean-Claude a été le bébé des Américains. La mort de François Duvalier, bon, ça s'est passé, et disons comme une lettre à la poste, parce que le pouvoir était déjà transféré à son fils, Jean-Claude, avec l'assentiment des Américains. Donc, François Duvalier est mort, c'est comme en Angleterre, le roi est mort, vive le roi. À 19 ans, Jean-Claude devient donc le plus jeune chef d'État du monde. Autour de lui, les lieutenants de son père, la vieille garde, les dinosaures qui veillent aux grains et à leurs intérêts. Baby Doc était un incapable. Son père était un dictateur brutal, féroce. Mais à sa manière, il était très compétent. Bien sûr que Baby Doc n'avait pas la même étoffe. La paix règne sous haute surveillance. Tonton Macoute et militaire bordent le nouveau bébé président. L'ombre de Washington aussi plane sur le jeune dictateur. Lors d'une conversation avec l'un de ses conseillers, le président Nixon se lâche au téléphone de la Maison-Blanche. Did you realize there is not, of the 40 or 45, you're at the United Nations, black countries that are represented there, not one has a president or a prime minister who is there as a result of a contested elections. My God. There aren't any. Right, yeah. There aren't any. Yeah. Let's take Haiti. Haiti's right our neighbor here. I'm not saying that blacks cannot govern. I am saying they have a hell of a time running the place, but the Africans just can't run things. They're so kind and so nice, and they're children. Yeah. Children. Yeah. Huh? You know? And they always want something like children. Oh, God, yes, they want. Well, what can you do? I know, but what I meant is it's so childlike, the childlike faith. And, of course, a lot of them are crooks, but we have crooks, too. Les Américains, dès le début, avaient posé une condition. On peut garder la dictature, mais en faisant les choses autrement. Mais vous devez aussi présenter un nouveau visage. À cette condition-là, nous vous trouverons de l'argent, la coopération, et puis on va refaire les choses. Aidé par les Américains qui relaient la propagande du régime, Haïti rouvre ses portes aux étrangers. Quelques touristes font leur apparition, et surtout les industriels américains, qui ouvrent des ateliers de confection dans un pays où la main-d'œuvre est très bon marché. Le capitalisme s'accommode facilement de la dictature. C'est bon pour les affaires. Nous étions parmi les grands producteurs pour le rassemblage des maillots, des chemisettes, des sous-vêtements pour hommes et femmes. Nous étions le premier producteur de balles de baseball. Toute la production était une production pour l'exportation. La dictature de Duvalier, père, pour moi, était moins dure que la dictature de Jean-Claude Duvalier. Parce que sous la dictature du père, tout le monde savait que c'était un tortionnaire. Tout le monde le savait, c'était connu parce qu'il a fait des massacres au début pour pouvoir s'installer en 1964 comme président à vie, qu'il avait épargné personne. Il n'avait pas épargné la bourgeoisie, il n'avait pas épargné la classe moyenne, il n'avait pas épargné le peuple. Quiconque s'y mettait, il prenait ce qu'il veut, ce qui veut dire qu'il avait acquis cette réputation-là. Tout le monde savait déjà que Duvalier était un tortionnaire et un assassin. Tandis que Jean-Claude Duvalier lui-même,
C'est le fils. Il est venu à 19 ans, soi-disant comme une sorte de huluberlu ou bien une sorte de retardé mental, tu vois, très jeune, etc. Et puis tout le monde voulait lui donner le bénéfice du doute. Mais pourtant, il a hérité de la même structure et de répression qui avait été bien rodée pendant 14 ans de Duvalier. Les Américains vont prendre en main maintenant directement l'armée. Ils vont ouvrir l'académie militaire, ils vont envoyer les jeunes officiers s'entraîner aux États-Unis, se former, ils vont créer le corps des léopards. Maintenant, ils contrôlent, ils sont en contrôle. Il y avait des échanges en permanence entre l'armée américaine et l'armée haïtienne. De nombreux officiers partaient étudier à Fort Benning. On nous envoyait des instructeurs également. Donc, il y avait une coopération multidimensionnelle, à la fois sur le plan strictement militaire et sur le plan logistique également. Il a modernisé les forces armées. Moi-même, j'ai participé aussi à l'acquisition de certains matériels. Et je voyageais pour aller à Phoenix, Arizona, pour choisir les hélicoptères américains qu'ils voulaient bien nous passer. Tout était réellement comme du papier à musique, ça fonctionnait. Grâce à la générosité de l'aide militaire américaine, Jean-Claude Duvalier crée dès 1971 une nouvelle unité de choc lourdement armée, les Léopards. Mais le Léopard va-t-il remplacer les tontons macoutes? Pas si sûr. Notre devise pour les VSN, ce que vous appelez les tontons macoutes, c'est couper tête, brûler caille. Ça veut dire? Couper les têtes, brûler les cailles, brûler les maisons. J'ai fait près de mois aux casernes de Salines, parce que c'est le premier endroit quand vous êtes arrêté et vous êtes sous suspicion. Et puis finalement, il me dit, où est-ce que vous avez étudié? J'ai dit, j'ai étudié au Canada. Et puis lui de me dire, ok, d'accord, fermez-le. Parce que j'avais étudié au Canada, mais sans aucune preuve, sans rien du tout, simplement pour fermer ma gueule, tu comprends? J'ai été dans les cellules des casernes, au bas des casernes, et après un mois, on m'a transféré un soir pour m'amener au Fort Dimanche. Vous avez dit que vous êtes communiste, et dit oui, mais vous savez que ça, nous, c'est la peine de mort. Le 3 janvier, la cellule s'est ouverte, on nous a embarqués Fort Dimanche. C'est là où on envoie les gens pour qu'ils pourrissent avant de mourir. Fort Dimanche, c'est une prison qui pourrait tenir entre 300 et 400 personnes. C'était 10 cellules, qui étaient à l'intérieur d'un complexe militaro-macoute. Fort Dimanche est devenu vraiment le point central de sa répression. Si tu atterrissais là, c'est le verdict objectif pour vous, comme opposant à Duvalier, c'était la mort. Quand je suis arrivé à Fort Dimanche, dans ma tête, tout était foutu. C'était terminé. Et mon aventure sur Terre était finie, parce qu'on ne sort pas de Fort Dimanche. Imagine-toi une cellule de 3 mètres par 4 mètres. Tu as peut-être 40 personnes à l'intérieur. Et on était tout nus. On vous donne l'équivalent de 300 calories par jour. Je voyais des prisonniers qui, à la fin de leur vie, avaient perdu toute lucidité, avaient perdu leur esprit, et qui buvaient le liquide qui s'échappait de la tinette. Urine mélangée à de matière fécale diluée qui coulait de la tinette. C'est ça qu'ils buvaient, ils n'avaient pas d'eau. Dans ma cellule, pendant les 8 mois que je suis passé là, j'avais comptabilisé 180 personnes qui sont mortes. 2 par jour, 3 par jour. Comme ça, le gouvernement ne pouvait pas dire qu'il maltraitait les gens parce qu'ils mouraient de leur mort naturelle. Il y avait eu des exécutions sommaires, mais ce n'était pas avec des balles.
c'était surtout avec des cagoules qu'ils mettaient dans la tête des gens. Ils sortaient dehors et puis ils leur donnaient un coup de bois dans la nuque. Et puis après ça, on allait vous jeter dans un trou plus bas dans le champ de tir. C'est là qu'on mettait les cadavres. Et des fois, pas profondément. Et les chiens, on pouvait entendre des chiens qui se disputaient les cadavres. Et quand on m'a transféré au pénitencier national, je suis passé à côté d'une vitre. J'ai continué. C'est quand je suis arrivé plus loin, je suis retourné me dire, si ça c'est moi. Je ne me suis pas reconnu moi-même personnellement dans la vitre. Parce que mes yeux étaient descendus là et la peau de mes fesses était arrivée jusque derrière mon genou.